Actualité oblige, nous restons justement dans le sillage de la rentrée scolaire, mais pour évoquer cette fois-ci les clés d'une année scolaire réussie. Comment réussir son année scolaire, comment mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le succès d'ici la fin de l'année. Eh bien, ceci concerne toute la chaîne éducative parce que les enseignants ont leur part de responsabilité, les parents et bien sûr les principaux acteurs que sont les apprenants. Et donc ce matin, nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de monsieur Pierre Poingué. Il est conseiller d'orientation puisqu'on parle de rentrée scolaire. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour madame. Et donc notre thème de ce matin, rentrée scolaire, les ficelles d'une année scolaire réussie. D'emblée, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'apprenant, étant donné que vous êtes conseiller d'orientation? On va commencer par les élèves. Qu'est-ce qu'un élève doit faire dès les premiers jours de la nouvelle année scolaire? Voilà. Il faut dire que l'élève, à l'heure actuelle, l'élève est acteur de sa propre réussite. Et parce qu'il est acteur de sa propre réussite, la première chose qu'il devrait faire, contrairement à certaines habitudes, à l'heure actuelle, il devrait être en classe. Parce que les élèves qui sont encore à la maison sont déjà en train de contribuer pour leur échec scolaire. C'est vrai, certains s'en rendent pas par leur faute. Oui. Peut-être parce que les parents n'ont pas encore les moyens pour payer la scolarité. Mais il y a des parents qui préfèrent également que les enfants y aillent une semaine après le début effectif. Ça, ce n'est pas ce qui est indiqué. Parce que d'après les instructions de Madame le ministre des enseignements secondaires, les cours doivent effectivement commencer le premier jour de la rentrée, c'est-à-dire hier. Oui. Et d'ailleurs, avant que ce jour, il y a d'abord eu un conseil d'enseignement au cours duquel les enseignants ont découpé leur programme en fonction du calendrier de découpage de l'année scolaire. Et ils savent déjà qu'ils vont terminer leur programme à une date X donnée. Et donc, ils ont intérêt à commencer le plus tôt possible. Donc, l'enfant qui n'était pas encore hier, il peut être certain qu'il est déjà en retard. Et donc, même si le parent n'a pas les moyens, si dans un établissement où le contrôle de la scolarité n'est pas exigé, qu'il se débrouille pour aller en classe en attendant que le parent paye. Mais si le parent a déjà payé, il n'y a pas de raison qu'il soit à la maison. Voilà. Donc ça, c'est d'abord ce que nous devons retenir. L'enfant doit être à l'école maintenant. Deuxièmement, il doit savoir que pour réussir au cours de l'année, il doit adopter une attitude scolaire positive. C'est-à-dire que pendant qu'il est à l'école, il doit respecter le règlement intérieur. Il doit observer la discipline. Il doit respecter ses enseignants et ses parents. N'est-ce pas? Et bien entendu, il doit être ponctuel. Et ça, c'est très important parce que de plus en plus, les élèves s'amusent à être en retard à l'école. Il doit être assidu. Et enfin, il doit étudier ses leçons, non seulement régulièrement, mais de façon progressive et continue. Cela veut dire que quoi? Quand on dit à un enfant d'étudier ses leçons régulièrement, ça veut dire que le cours qu'il a fait hier, il est supposé l'avoir déjà lu et mémorisé. D'accord. Quand on dit progressivement, quand il va rentrer à la maison ce soir-là, le cours qu'il aura fait aujourd'hui, il doit également le lire et le mémoriser, bien entendu. Il peut lancer un coup d'œil sur le cours qu'on a également fait hier, pour que la mémoire retienne plus facilement. Et de façon continue, c'est-à-dire que il doit étudier tous les jours, même dimanche. Même pendant les congés de Noël, il doit étudier. Même pendant les congés de Paris, il doit étudier. C'est tous les jours jusqu'à ce que, s'il a eu qu'un examen, jusqu'à ce qu'il aille faire l'examen officiel. C'est-à-dire que s'il saute un seul jour, ça veut dire qu'il est soit en train de travailler en dents de scie, c'est-à-dire que les premiers cours, il travaille correctement, et à un moment donné, il s'arrête, il fait au moins une semaine de repos avant de reprendre. Soit il est en train de travailler au ralenti, c'est-à-dire qu'il a fait par exemple 4 cours dans la journée, il rentre à il choisit son cours, il étudie et garde le reste. Soit bien entendu, il travaille au ralenti.
n'est-ce pas? Il étudie un peu, il se repose, et il revient encore. Non, c'est pas bon. Est-ce que vous n'aurez pas un planning peut-être à partager avec ces élèves, justement, parce qu'il y a les cours qu'il faut prendre à l'école, Ouais. Parfois il y a le répétiteur lorsqu'on rentre à la maison, Ouais. il y a les tâches ménagères, parce qu'on est élève, on est enfant de la maison aussi. Comment bien élaborer son programme, son calendrier des cours? Voilà, je devais en arriver. Mais il fallait d'abord que l'enfant comprenne qu'il doit travailler tous les jours. D'accord. Et parce qu'il doit donc travailler tous les jours, il a intérêt à avoir une bonne organisation du travail scolaire. Et l'organisation du travail scolaire commence par l'élaboration de son emploi du temps personnel. C'est un travail qu'il ne fait pas seul. L'élaboration du travail de l'emploi du temps personnel se fait de façon consensuelle avec les parents. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a un répétiteur qui doit venir, encore que je suis contre la répétition, on va en parler si vous voulez. S'il y a un répétiteur qui doit venir travailler l'enfant, on doit déjà savoir, connaître quelle est la plage horaire que l'enfant lui réserve. N'est-ce pas? S'il y a les travaux ménagers à faire, le parent doit savoir quelle est la plage horaire que l'enfant réserve. De même, quand l'enfant s'assoit pour travailler, on ne doit plus le déranger. Donc c'est pour ça que je parle, ça commence par l'emploi du temps. Après l'emploi du temps, il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup. C'est les techniques d'assimilation ou encore les techniques d'apprentissage. D'accord. L'enfant doit maîtriser cela. Comment est-ce que je me comporte face aux matières scientifiques? J'étudie ça comment? Les matières littéraires là, j'étudie ça comment? N'est-ce pas? Les sciences sociales là, j'étudie ça comment? Il doit savoir. Troisièmement, il doit apprendre à se concentrer lorsqu'il travaille. Et ce qu'il doit savoir, c'est que la matière première de la concentration, c'est l'attention en classe lorsque le professeur enseigne. Si tu es attentif, tu comprends bien, et parce que tu comprends bien, tu peux facilement retenir. Mais la matière première aussi de l'attention, c'est la motivation. Parce que si tu n'as pas un intérêt à suivre cette leçon, tu ne seras pas attentif pendant que le professeur l'enseigne. Nous sommes d'accord? D'accord. Voilà. Et quand tu l'as mémorisé, tu es prêt maintenant à affronter les devoirs. Et le volet des parents, maintenant, on va passer à la responsabilité des parents pour une année scolaire réussie des enfants. Vous avez parlé de l'intervention des parents dans l'élaboration d'un planning de travail des enfants. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez développer le rôle des parents durant l'année scolaire? Qu'est-ce qu'un parent doit faire pour accompagner son enfant? Oui, d'abord, dans un premier temps, en début d'année comme ça, ce que le parent devrait faire, c'est de tout faire pour mettre à la disposition de l'élève les manuels scolaires, les cahiers, le matériel de géométrie, etc. Donc tout ce dont l'enfant a besoin pour son accommodation à l'école. Le parent doit mettre ça à sa disposition. Ça veut dire que même la scolarité de l'enfant, ça ne devrait pas poser un problème. Parce qu'à partir du moment où on est en retard dans le paiement de la scolarité, cela suppose qu'on encourage l'enfant à rester à la maison. Parce qu'à un moment donné, ça c'est pas volontaire, vous connaissez voilà, tous le contexte économique. Voilà, mais il doit quand même se battre pour faire quelque chose. Oui, parce que les dirigeants de l'école comprennent les parents, contrairement à ce que vous pensez. Donc c'est la difficulté qui se rapproche des dirigeants de l'école. Voilà. Donc, comme je disais, c'est ça. C'est les moyens d'accommodation là qui sont importants. Après quoi maintenant, lorsqu'il a fini avec ça, il doit accompagner l'enfant le soir quand il rentre de l'école. Si le parent n'est pas là pour lui dire, vous savez, nos enfants d'aujourd'hui, il faut les obliger à étudier. Moi, je dis, c'est parce que nous avons voulu. Parce que normalement, très tôt, on devrait apprendre l'enfant à être autonome dans son travail. D'accord. Et ça, c'est un travail qui se fait à partir de l'école primaire. Et peut-être jusqu'à la 6e, 5e, mais à partir de la 4e, normalement, un enfant qui a été bien accompagné, théoriquement, il n'a plus besoin de ses parents. Il s'organise tout seul pour étudier. Donc, on doit donc accompagner l'enfant dans ses études, savoir s'il a fait ses devoirs, parce que le devoir, il y en a toujours, le devoir, c'est important, n'est-ce pas? Et savoir s'il a effectivement étudié toutes ses leçons avant de se coucher. Et s'assurer au besoin même qu'il se réveille à 4h30 ou à 5h pour faire le feedback
de ce qu'il a étudié avant de dormir. D'accord. Ça, c'est très important. Ça, c'est le rôle du parent. Deuxièmement, le parent doit veiller à ce que l'enfant ait une très bonne alimentation. Parce que lorsque, vous savez que c'est l'aliment qui fournit de l'énergie. Et lorsque l'enfant a bien mangé, ça l'apaise et il peut facilement se concentrer sur son travail à l'école. Il faut aussi éviter que l'enfant s'adonne aux drogues, comme les sodas, les coca, l'alcool, parce que ça réduit les capacités d'intelligence de l'enfant. Et on va sortir avec le volet qui concerne les enseignants. Vous avez parlé de l'élaboration des cours, les cours qui ont été segmentés en fonction des différentes périodes de l'année scolaire. Comment un enseignant doit procéder pour terminer son programme et ne pas surcharger, entre guillemets, les apprenants? Bon, vous savez, à l'heure actuelle, la méthode d'enseignement qu'on utilise est plutôt en faveur de l'enseignant. Hein? Parce que normalement, maintenant, c'est l'enfant qui travaille beaucoup, c'est l'enfant qui se construit. Oui, oui. Donc, une fois que l'enseignant a préparé sa leçon à la maison, il n'a plus grand-chose à faire. Mais en revanche, ce que nous demandons aux enseignants, c'est pour que l'enfant assimile bien la leçon qu'il a donnée. Parce que nous sommes en situation d'APC, il doit avoir beaucoup d'activités d'intégration. C'est-à-dire que ça n'est plus comme avant où on attend la fin de la séquence avant d'évaluer l'enfant. Non. En plus des devoirs à faire à la maison, l'enseignant doit programmer de temps en temps des devoirs. Si dans son établissement, il n'y a pas un système de devoirs surveillés, ce qu'à l'époque, on appelait les interrogations. Il faut qu'il dise à l'enfant, écoute, bon, il y a devoir tel jour, sur telle chose. Et il prévient même l'enfant, c'est sur tel segment. Ça permet à l'enfant de bien préparer l'examen séquentiel. Et une fois qu'il aura corrigé, ça permet à l'enfant de se remettre en question, de savoir que non, il y a encore telle chose que je n'ai pas encore maîtrisée et que je dois tout faire pour le faire avant l'examen séquentiel. Voilà. Donc ça, c'est le rôle des enseignants. Donc on va dire que si toutes ces composantes sont réunies et si chacun respecte le rôle qui est le sien, à coup sûr, l'année scolaire sera couronnée. Elle va bien se passer. De succès pour nos apprenants. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié. Oui. Vous savez, malgré tous les efforts qu'on fait, ce n'est pas tous les enfants qui sont toujours à la page. Il y a des enfants qui ont des difficultés. Tout à fait. Nous disons des enfants qui sont en situation d'échec. Pour moi, un enfant, quand on fait une interrogation de mathématiques, même s'il a 12, il est en situation d'échec. Oui, parce que théoriquement, en situation d'APC, il devrait avoir 20 sur 20. Parce qu'il y a une situation d'échec. Maintenant, il faut que l'enfant s'interroge pour savoir pourquoi. S'il ne peut pas le faire seul, c'est pour ça qu'on met les conseillers d'orientation à côté d'eux. Qu'ils avaient les conseillers d'orientation qui vont les accompagner à identifier, n'est-ce pas, les pesanteurs qu'ils ont et à trouver avec eux les stratégies d'amélioration. Parce que vous savez, l'enseignant aujourd'hui a un défaut en matière de suivi pédagogique. L'enseignant ne s'intéresse pas individuellement à chaque enfant comme on le faisait naguère. Le problème de l'enseignant aujourd'hui, c'est de terminer son programme. Donc c'est pour ça qu'on met donc auprès des élèves un expert qui va aider